Allô, les auditeurs de Yves Relais, Larissa Nelly, pour une nouvelle discussion avec Jean-Cyrus Laï, donc de Gestion JC, sur le thème Voyager longtemps à l'étranger, attention au piège fiscal. C'est lui-même qui a fabriqué la nomenclature de notre thème de discussion. Donc, bonsoir JC. Salut, salut, comment tu vas, Larissa? Ça va bien. Et toi? Ça va. Merci de me donner encore une autre Le fenêtre. crachoir. Toi, De te donner le crachoir. ouais, on va pouvoir partager un peu notre expertise, notre expérience avec nos frères. Donc, voilà, bien content pour la deuxième fois. Ça, c'est. Ceux qui passent ici, là, ce sont mes employés non rémunérés. Le Euh, jour où vous avez entendu que la CNSST a un truc mal poursuivi, là, c'est eux qui se sont plaints. N'est-ce pas? On laisse pas. Oui, Donc, je vais te demander de te présenter succinctement parce que ceux qui veulent te connaître, on a fait un live et puis tu as vraiment bien étalé. Donc, te présenter succinctement et présenter un peu plus largement Gestion JC Inc. Bon, ben moi c'est Jean Cyrus, je suis fiscaliste, comptable fiscaliste en fait, parce que je fais les deux. Puis je suis propriétaire de Gestion JC Inc., qui est une compagnie en pleine croissance. Ça fait près de 12 ans que j'exerce dans le domaine. Puis là, j'ai décidé de partager cette partie de moi là via cette entreprise-là. Et puis voilà, on offre des services variés, des services qui vont de la déclaration de revenus des individus jusqu'à la déclaration de revenus des entreprises. Ça, ce sont les sujets communs. Après, on réalise des mandats fiscaux comme des divulgations volontaires, des oppositions, des demandes de redressement, euh, toutes sortes de représentations en fait pour lesquelles on peut aider nos clients. On est quand même un peu partout. Notre clientèle privilégiée, c'est vraiment des clients avec des enjeux fiscaux assez complexes parce que c'est là qu'on a vraiment notre valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire que on ne prend pas tout le monde et c'est la raison pour laquelle j'essaie de participer de manière bénévole à des petites rencontres comme celle-ci pour essayer au moins de donner l'information à ceux qui voudraient bien l'avoir et qui autrement se sentiraient un peu perdus, dépaysés. Voilà, donc voilà un peu. Voilà un peu, on va dire qu'on ne parle pas trop. C'est ça. On va le recevoir pour les sujets un peu plus complexes, pour les sujets orientés peut-être entreprise et tout. Et puis, si vous nous donnez des thèmes aussi, souvent, qui ont besoin de, où on a besoin de son expertise. Moi, quand il fait 1 800 JC, allez, bon, il dit, chef présent. Donc, on va commencer notre discussion. Qu'est-ce que la résidence fiscale canadienne? Euh, bon, en fait, je dirais qu'est-ce que la résidence fiscale tout court, parce que c'est un terme qui s'applique dans le fond à tous les États, en fait, où il y a de la fiscalité. Ben, la résidence fiscale, c'est un terme qui est vraiment commun. En fait, en gros, là, on va dire que c'est le lien qu'une personne entretient avec un territoire donné. Et ce lien-là fait en sorte que le territoire en question a le droit de lui imposer ses revenus mondiaux. OK? Donc, c'est quand même fondamental parce que c'est ce critère-là, la compréhension de ce principe-là qui va déterminer qui doit payer de l'impôt, sur quel revenu et selon quelles règles. Donc, quand tu bouges d'un pays à l'autre, ben, il faut toujours établir ta résidence. Et si tu n'établis pas ta résidence, ben, tu es un peu comme un persona non grata, là, tu te promènes partout, n'importe qui pourrait te tomber dessus. Donc, quelque part, c'est te protéger, c'est se protéger soi-même que d'établir clairement sa résidence quand on est dans une position de voyage ou, en tout cas, de déplacement sur une certaine période, parce que ça pourrait nous éviter de, 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 de d'être mal pris au niveau fiscal. Alors, selon Revenu Canada,
Il y a différents éléments qui permettent de désigner la résidence fiscale, mais je pense que plus loin dans notre entretien, on va y revenir. Mais disons que déjà, quand tu es sur le territoire canadien, euh, tu as une maison au Canada, tu as une famille au Canada. En gros, ça fait partie de ce qu'on appelle les liens forts. Donc, si tu as ces liens forts-là au Canada, ben, tu peux bien être en Côte d'Ivoire et puis être quand même considéré comme un résident fiscal au Canada parce que selon les règles fiscales canadiennes, les éléments que je viens de citer font partie des liens forts qui te rattachent au pays. Bien sûr, c'est subjectif. Donc, je ne dis pas que tous ceux qui sont à Abidjan doivent déclarer au Canada. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il faut être informé de ta situation particulière. Parce qu'après, ça pourrait te jouer des tours. Donc, c'est important de voir un fiscaliste qui va te permettre de mieux comprendre ça et puis de faire des choix éclairés à ce sujet. Depuis on a commencé, là, ta caméra est figée. Ah oui? On t'entend très bien, mais ta caméra est figée. Donc, tant qu'on t'entend, donc là, ça a défilé. Mythe ou réalité? Si je ne suis pas au Canada, je ne paye pas d'impôts. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a pas plus faux que ça, en fait. C'est très, très faux. Parce que ne pas vivre au Canada, ne pas être au Canada ne veut pas dire ne pas être résident fiscal du Canada. Donc, c'est aussi simple que ça. Parce que moi, je peux décider d'aller faire des vacances à Abidjan. Je peux décider de faire 1 an à Abidjan, mais ce sont des vacances. Si j'ai les moyens de me l'offrir, ben, je vais 1 an en vacances à Abidjan. Est-ce que ça veut dire que pendant ces 1 an-là, du coup, je n'ai plus rien à voir avec le Canada? Non. Non. Aussi simple que ça. Donc, l'idée de je ne suis pas là, donc je ne fais pas là, ça, il faut juste l'enlever de la tête. Parce qu'il faut juste s'assurer que pourquoi, là où on est parti là, c'est pourquoi. Est-ce qu'on a encore des liens avec le Canada? Est-ce qu'on a l'intention de revenir? En fait, c'est toute une planification. C'est pas juste, je prends mes bagages, je m'en vais. En fait, si tu veux partir du Canada, il n'y a pas de problème. Tu te lèves, tu t'en vas et puis, bon, basta. Mais si tu n'es pas sûr et qu'il y a beaucoup de va-et-vient, tu fais 2 ans, 3 ans à l'extérieur, tu reviens et tout, ça vaut la peine de regarder parce que si officiellement tu n'es résident d'aucun pays, n'importe quel pays peut te tomber dessus. Si tu vas en Allemagne et puis tu as fait un petit gombo en Allemagne, et puis tu n'as pas dit au Canada que tu avais coupé tes liens de résidence, ou tu n'as pas dit à l'Allemagne que tu étais toujours résident du Canada, mais l'Allemagne peut t'exiger de payer de l'impôt parce que tu as travaillé chez eux, puis ils exigent. Tu dis, ah, mais là, je suis au Canada. Non, non, mais le Canada, nous, ce n'est pas au courant. Tu n'as rien déclaré chez nous, donc voilà. Donc, c'est un peu ça. Fait que non, c'est vraiment pas lié à la position géographique. Tu n'es pas au Canada, renseigne-toi si oui ou non, tu dois payer de l'impôt. Ceux qui sont en train de nous regarder, si vous avez des questions, n'oubliez pas en commentaire de nous les poser. Si on n'a pas le temps de répondre, on va envoyer ça à Jean-Cyrus. Il va prendre sur lui de répondre et puis il va nous retransmettre et on va les publier. À partir de quand, en termes de mois ou d'années, tu vas nous le dire, un long séjour devient risqué fiscalement? Ça, quand j'ai vu cette question, j'avoue que je ne m'étais jamais posé ça personnellement, mais en réalité, je te dirais plus d'1 an. Plus d'1 an, et ça c'est subjectif, c'est bien que mon avis à moi, attention. Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est très facile de s'oublier. C'est 2-3 mois, bon, c'est encore gérable. Mais après 1 an et plus, bon, tu t'oublies. Est-ce que tu as des obligations? Tu n'y penses même plus. Et puis, tu sais, je connais des gens qui ont des obligations au Canada, mais qui n'y pensent même pas parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont à l'extérieur. Donc, moi, je pense qu'après plus d'1 an, à titre personnel, ça devient risqué. Surtout quand tu n'as pas eu d'accompagnement, parce que c'est évident qu'il y a des choses qui se passent dans ton dos, qui t'attendent et qui pourraient te surprendre à ton retour. Donc, c'est très, 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 très important. Et autre chose, c'est que lorsque vous ne statuez pas sur votre critère sur votre résidence fiscale et que vous partez longtemps, alors, c'est pas systématique, mais ça peut arriver. C'est que Revenu Canada, ils savent que vous êtes dans le système. Vous avez peut-être déjà fait une déclaration ou deux, donc ils savent que vous êtes dans le système. Et ils voient que là, ça fait 1 an, vous n'avez pas fait votre déclaration, 2 ans, 3 ans. Ils peuvent faire ce qu'on appelle une auto-cotisation. Donc, ils vont dire, ben, OK, ce gars-là, ça fait 2 ans, on l'a pas vu.
ben, on va lui dire de nous payer 5 000 $. Juste comme ça. Sur la base de rien du tout. Il vous donne une autocotisation. Et toi, pendant ce temps-là, tu es encore à l'extérieur. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe parce que pour toi, tu n'es pas au Canada, donc tu ne payes pas d'impôts. Et puis, à ta grande surprise, quand tu reviens, on te soit une facture fiscale de, je ne sais pas moi, 5 000, 10 000 $. Et là, tu commences à capoter parce que tu ne sais pas ce qui t'arrive. Donc, c'est pour ça que quand on parle du Canada, là, il y a vraiment des démarches. Surtout quand on parle pour une longue période, ça peut valoir la peine de se déclarer comme non-résident fiscal. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que les gens font souvent l'amalgame entre le statut administratif et puis le statut fiscal. Ça n'a rien à voir. Je peux être citoyen canadien, mais au fin de l'impôt, je vais être considéré comme non-résident fiscal. Là, j'ai vraiment rien à faire au Canada. C'est-à-dire, je n'ai pas de rapport d'impôt à faire, j'ai rien du tout. Mais ce statut-là, il se déclare dans la déclaration de revenus. Ce n'est pas dans la bouche, je m'en vais, c'est fini. Non, dans ta déclaration de revenus, il faut que tu indiques que tu as émigré. Donc, à partir de ta date d'émigration, l'ARC et Revenu Québec te considèrent comme non-résident. Et quand tu es non-résident, c'est à ce moment-là que tous les liens sont coupés avec le Canada. Et là, tu peux dire, j'ai rien à faire. Mais tant que ça, ce n'est pas clair, on ne peut rien affirmer sur la situation. On va essayer de passer au cas concret. On va prendre un salarié. Ça, c'est une histoire que j'avais reçue. Un salarié qui travaillait dans une entité de la place, qui avait l'occasion de faire du télétravail et qui est allé en Côte d'Ivoire sans aviser son employeur pour une longue durée. Donc, on va dire, il était là-bas pendant au moins 1 an, mais il continuait de travailler, mais il n'avait pas avisé son employeur qui partait hors du Canada et tout. Dans ce cas de figure-là, cette personne n'a pas avisé parce qu'il ne veut pas aviser. Quelles sont les situations probables pour cette personne-là s'il se fait comme, je dis, pincer ou attraper dans cette situation? Mais en fait, dans ton cas, on ne peut pas dire qu'il va se faire pincer. Parce que, à la base, s'il continue de travailler pour un employeur canadien, il est supposé faire sa déclaration de revenus au Canada, quoi qu'il arrive. Il va se faire pincer s'il ne fait pas sa déclaration de revenus. OK? Deuxième risque, c'est que si il a fait sa déclaration, il a indiqué qu'il est parti du Canada, donc selon le fisc, il est non-résident, mais qui n'a pas informé l'employeur qu'il était devenu non-résident, là, il y a un risque parce que, dans le fond, quand tu deviens non-résident, l'obligation fiscale revient à l'agent payeur, c'est-à-dire que les rôles sont inversés. Quand tu es résident, c'est toi qui fais ta déclaration. Quand tu deviens non-résident, c'est celui qui te donne l'argent au Canada ici, là. C'est lui qui doit s'assurer qu'il a prélevé la part de l'impôt avant de te donner l'argent. Et ça arrive aussi beaucoup avec les banques. C'est pour ça que les banques, quand vous sortez du pays, ils voient une adresse étrangère et vous envoient plein de paperasses à remplir pour dire, ah, dites-nous ce qui se passe. Pourquoi? Parce que si la banque ne prélève pas le montant, mais c'est elle qui est de la merde avec le gouvernement. Tu vois? Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que c'est pas, le fait d'en parler ne va pas créer un désavantage. Non, ça va juste permettre aux gens avec qui vous collaborez de s'ajuster à votre nouveau statut. Parce que si vous devenez non-résident, ben, j'ai le choix soit de te verser un salaire en tant que non-résident ou de changer de mode de rémunération et de te payer comme travailleur autonome ou de te payer comme sous forme de travailleur autonome avec des honoraires. Puis à ce moment-là, tout le monde est quitte. Tu vois? Fait que c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de risque à la base, mais il pourrait y avoir, notamment s'il n'y a pas de déclaration qui est faite ou si la communication n'est pas efficace sur le statut. Même question, mais on va changer le statut de l'employé, de la personne, donc qui est plus salarié. Mais on va parler, par exemple, d'un entrepreneur. Je vais faire un peu globalement tout type d'entrepreneur qui est à son propre compte ou qui a sa compagnie et qui sort du Canada pour un long séjour, donc plus de 1 an. Est-ce qu'il y a des risques fiscaux aussi dans le même ordre d'idée? Ben, un entrepreneur déjà, c'est un peu plus délicat qu'un salarié.
parce que c'est l'un des rares statuts où, même quand tu es non-résident, donc si tu pars du Canada, tu dis que tu es non-résident, mais que tu continues à faire affaire avec des clients québécois et que on a la possibilité de trouver comme un endroit, comme un poste un poste de dépôt de dossier où, genre, on est capable de te rattacher avec le Canada de manière géographique, tu es obligé de faire une déclaration de revenus sur les revenus que tu as gagnés au Canada, même si tu es non résident. Donc, entrepreneur, c'est encore plus délicat. C'est-à-dire que si tu veux vraiment rien avoir à faire avec le Canada, il faudrait idéalement que tes clients soient aussi à l'extérieur. Sinon, si tes clients sont au Canada, dépendamment de comment le service est rendu, donc est-ce que tu viens sur place pour rendre le service? Est-ce que c'est 100% à distance? Est-ce que? Il y a plein de paramètres qu'on va regarder pour s'assurer que tu es safe, mais ça part toujours la peine de demander. Donc, justement, pour rebondir là-dessus, je voulais juste faire un petit rappel sur les différents statuts lors du départ du Canada. Parce que quand on part du Canada, il y a 3 statuts principaux qui pourraient s'appliquer à nous. Alors, ce n'est pas systématique. Ça pourrait. Le premier statut, c'est le résident de fait. Donc là, on dit, je suis parti du Canada, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je peux être résident de fait. Le résident de fait, c'est celui qui a un travail temporaire à l'extérieur du Canada. Donc, je vais travailler au Chili pour 2-3 ans, à Abidjan ou au Maroc, peu importe. Mais mon intention n'est pas de rester là-bas. Je vais là-bas pour travailler, mais je reviens. Donc, je suis considéré résident de fait. Je vais passer des vacances à l'extérieur pour une certaine durée. Je suis résident de fait. Je vais étudier à l'extérieur, en Angleterre, peu importe où, je suis résident de fait. Pourquoi? Parce que tu maintiens des liens de résidence avec le Canada. Ton départ n'est pas définitif. Donc, si c'est le cas, tes impôts, tu les déclares ici. Deuxième statut, c'est le statut d'émigrant. Donc, à la différence de l'immigrant qui arrive, l'immigrant, celui qui part, mais là, c'est un départ définitif. On va s'établir dans un pays de manière définitive. On prend un domicile là-bas, ou peu importe, et on rompt tout lien avec le Canada. Permis de conduire, assurance maladie, on vend notre appartement, ou peu importe. Donc, c'est des critères qui permettent de confirmer si oui ou non quelqu'un a coupé tout lien de résidence avec le Canada, et à ce moment, il est considéré comme émigrant. Et comme j'ai dit tantôt, quand tu es émigrant, dans la plupart des cas, tu n'as rien à voir fiscalement avec le Canada. Et ensuite, on a le statut de non-résident. Alors, tu deviens non-résident après être émigrant. Donc, une fois que tu es émigrant, ça veut dire que j'étais là à un moment donné, je suis parti. Donc, après cette période-là, tu es non-résident officiellement. Ou alors, le non-résident aussi, c'est celui qui n'a jamais mis les pieds au Canada, puis qui ne mettra jamais les pieds au Canada. Donc, il est non-résident, tout simplement. Tu vois? Donc, c'est 3 statuts distincts. Donc, comment on juge si c'est tel ou tel statut qui s'applique à nous après une consultation? Clairement, parce qu'on ne peut pas statuer par défaut. Désolé du blanc, là, j'étais en train d'écrire, c'est que ce que tu disais pendant, comment on appelle ça? Sur les statuts, là, statut 1, tu as dit statut 1, résident de fait, donc travailleur temporaire à l'extérieur du Canada, vacances, études. Il y a un départ, mais ce n'est pas un départ définitif. Le statut 2, émigrant, départ définitif, on rend tous les liens avec le Canada, donc tu dis tout ce qui nous attache au Canada. Et statut 3, non-résident, donc c'est le statut qui vient après le statut d'émigrant ou celui qui n'est jamais venu ici, il est non-résident. C'est ça. Donc, je m'étais pour ceux qui allaient nous prendre en cours de route. Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter en termes de voyage à l'étranger long terme et puis en lien vraiment avec la fiscalité? OK. Il y a plein d'erreurs que les gens ignorent. Ben ça, honnêtement, je pense que beaucoup de gens de notre communauté qui ont cette situation-là n'y pensent pas, tout simplement parce que pour diverses raisons. Il y a la peur aussi de se faire imposer dessus, mais il faut le faire parce que si tu te fais attraper, c'est pire. Donc, déjà, quand tu pars du Canada, donc, si tu es résident de fait, donc tu pars temporairement, il n'y a rien à faire, hein, parce que tu vas continuer de déclarer ici, donc ça ne change absolument rien. Par contre, quand tu deviens émigrant,
Là, premièrement, si tu as des biens mondiaux, donc Canada et dans le monde, si tu possèdes des biens d'une valeur de plus de 25 000 dollars, tu dois déclarer un formulaire qui s'appelle la T1161. Ce formulaire-là, c'est les biens, la liste des biens possédés par un immigrant du Canada. Ce formulaire-là, il n'a aucun impact dans la déclaration. C'est juste une information au gouvernement. Mais si on ne le déclare pas, la pénalité est de 25 dollars par jour, jusqu'à un maximum de 2500 dollars par année. Donc, c'est sûr que si tu es obligé de déclarer ce truc-là une fois, bon, il y a des procédures pour rattraper le coût, entre autres la divulgation volontaire que tu peux faire, mais il faut y penser, tu vois. Il faut y penser. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y pensent pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que tant que le gouvernement ne vous a pas encore envoyé de lettres pour exiger que ce document-là soit rempli, on a encore la possibilité de rattraper le coût sans pénalité. Donc, la divulgation volontaire, en fait, ça permet de dire au gouvernement, ah, je m'étais trompé, je respecte mes obligations, je ne paye pas de pénalité. Donc, ça, c'est une des premières grosses erreurs. La deuxième erreur, c'est de ne pas mentionner son départ dans sa dernière déclaration de revenus. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est incroyable le nombre de personnes que je rencontre qui ont ce problème-là. Parce que quand on part du Canada du jour au lendemain, ça nous prend un dernier rapport d'impôt à faire l'année de notre départ. Et dans ce rapport d'impôt-là, on doit mentionner que nous sommes partis du Canada et qu'on est devenu immigrant à cette date-là. Parce que si on ne le fait pas, bien on court le risque de se faire auto-cotiser, on court le risque de se faire verser des revenus par les banques en tant que résident alors qu'on est non-résident, ce qui va créer des complications. Bref, il faut le faire. Les prestations familiales, donc Revenu Canada va continuer à verser, si vous avez des enfants, va continuer à verser l'allocation canadienne pour enfants, le soutien aux enfants au Québec, et tout ça parce qu'ils ne s'imaginent pas que vous êtes parti. Pour eux, vous êtes encore résident fiscal, puisque dans la dernière déclaration, rien n'a été mentionné. Il y en a qui en profitent, puis écoute, moi, je ne suis pas là pour faire le juge, là, mais ce que je veux faire comprendre à ceux qui veulent savoir, qui veulent avoir leur juste, c'est que mais quand tu décides de partir du Canada, dans ta dernière déclaration d'impôt, ça doit être clairement mentionné. Est-ce que c'est fini? T'as fini? Ouais. J'ai une question en lien avec ce que tu as dit par rapport à la dernière déclaration d'impôt qui doit être mentionnée. J'ai entendu dans les branches, tu sais, comme tu es le professionnel, il est dit si c'est faux ou bien si c'est vrai ou bien où on doit, comment on appelle ça, coller, tu as me dit. J'ai entendu que, par exemple, si je vais prendre le cas d'une famille, monsieur, madame, les enfants, ils veulent rentrer définitivement. Ils ont acheté leur maison principale, ils ont une maison secondaire, ils investissent en immobilier, monsieur, madame, salarié, donc ils ont des biens immobiliers, ils ont une maison principale, ils ont un chalet. Ce que j'ai entendu, par exemple, c'est que s'ils disent qu'ils s'en vont, qu'ils font dernier rapport d'impôt et qu'ils vendent tous leurs biens, donc dans mon cas, c'est vraiment, ils veulent partir, ce truc-là. Donc, ils vendent tous leurs biens. La résidence principale, ils ne vont pas payer d'impôt dessus parce que c'est leur résidence principale, mais ils vont payer, je sais pas, c'est l'impôt sur le gain en capital sur la résidence secondaire et de l'impôt aussi sur le gain en capital sur les biens immobiliers. Et c'est à cause de tous ces supplices d'impôts-là que beaucoup de personnes ne veulent pas, dans le dernier rapport d'impôt, dire parce que ça va faire que tout ce qui... Parce qu'il y a des gens qui calculent. Donc, ils voient le pactole qui va donner aux impôts. Or, c'est le pactole là, ils voulaient prendre pour aller vivre sa retraite, par exemple. Donc, est-ce que ce n'est pas ça qui fait, par exemple, que les gens volontairement, certaines personnes, ne mentionnent pas dans leur dernier truc d'impôt, déclaration d'impôt, qu'ils quittent le Canada? Écoute, c'est possible. C'est très possible. Et puis moi, je pourrais comprendre ces personnes-là, mais
Le point ici que j'essaie de faire comprendre aux gens souvent, c'est que c'est pas de dire j'ai peur de payer de l'impôt parce que l'impôt, ça se planifie. Souvent, là, on prend Revenu Canada et Revenu Québec pour des demi-dieux et puis ouais, tout ce qui il n'y a pas de moyen d'y échapper. C'est vrai que généralement, on ne peut pas totalement y échapper, mais il y a toujours des moyens d'amortir la charge fiscale. Puis, dans beaucoup de cas, c'est même pas vrai qu'au départ, tu es obligé de vendre tout. Ça, c'est pas vrai. Parce que quand tu pars du Canada, tu n'es pas obligé de tout vendre. Justement, pour ne pas tout vendre, il faut que tu rencontres un fiscaliste pour qu'il te montre les options que tu as à ton départ. Et là, tu vas te rendre compte que mais finalement, tout ce que tu t'imaginais, c'était peut-être un peu trop c'est la catastrophe que ça en est, que ça l'est en réalité. Moi, j'ai beaucoup de clients expatriés là, qui viennent de France, ils achètent, puis ils retournent en France, ils laissent la maison ici. Ils mettent la maison en location, ils tirent les revenus de la maison même en étant en France. Et croyez-moi, ils payent même moins d'impôts souvent avec cette stratégie-là. Parce qu'il faut comprendre que ce que les gens confondent parfois, c'est qu'ils s'imaginent que quand on parle du Canada, il y a automatiquement une disposition réputée de tous tes biens. Ça, c'est faux. C'est pas une règle généralisée. Il y a des cas spécifiques où ça arrive. Okay? Donc, ça encore, il faut se renseigner. Donc, oui, c'est vrai que ça pourrait s'appliquer à la personne dont tu m'as parlé. Et oui, dans son cas, elle, peut-être qu'il y aurait une disposition réputée. Mais si tu sais que tu n'es pas venu au Canada pour t'installer, c'est dès le début que tu prépares ce jour-là. C'est pas dans les dernières années. OK? Parce que là, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de stratégie fiscale, parce qu'on n'est pas que des préparateurs d'impôts. Nous, en tout cas, moi, je ne suis pas là pour venir chaque année m'asseoir, donner des papiers, puis je rentre dedans. Moi, j'offre vraiment un accompagnement de bout en bout. Donc, dès que tu arrives, on analyse ta situation, puis on travaille sur qu'est-ce que tu veux faire dans le futur. Fait que même quand tu vas acheter des biens immobiliers, on va t'accompagner aussi pour te dire, attention, vu que tu m'as dit que tu voulais partir à telle date, ça c'est risqué, ça c'est pas risqué, ça c'est risqué, ça c'est pas risqué. Ou bien, si tu veux acheter ça, ben voilà comment tu peux faire. Il y a tellement de possibilités auxquelles on a accès. Mais c'est sûr que si tu te prends la dernière minute, ben oui, tu peux te faire taper sur les doigts avec de gros montants d'impôts. Là, ça, c'est clair. C'est ça. Merci Paul Kofi dans les commentaires il dit les raisons sont multiples les raisons sont multiples pour lesquelles les gens ne veulent pas déclarer leur impôt. Il parle de 50% en gain en capital. Donc ça, c'est pour les résidents secondaires et puis les ventes d'actions et tout. Mm-hmm. Il a parlé aussi de l'impôt de la partie 13. Maintenant, tu as dit quelque chose là-dessus. Tu as parlé de disposition réputée. C'est quoi une disposition réputée? Une disposition réputée, disons que c'est en fait un événement fiscal qui ne déclenche pas une vente réelle. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas vendu à quelqu'un pour avoir de l'argent, mais à cause de ce qui s'est passé, on considère qu'il y a eu une vente. Donc, c'est une disposition réputée. Je prends un exemple simple. Toi, tu habites dans ta maison. Et puis 2 ans, 3 ans plus tard, tu décides de la mettre en location. Donc, tu déménages, tu vas ailleurs et tu mets ta maison, tu habites en location. Tu changes l'usage de ta maison. Au départ, c'était une résidence principale. Elle devient un bien locatif. Au moment où tu fais cette transition-là, il y a une disposition réputée, par exemple. Pourquoi? Parce que tu te départis d'un statut pour acquérir un autre statut. Donc, fiscalement, on va considérer une disposition réputée à ce moment-là. Donc, c'est comme si tu vendais ta maison et tu la rachetais au même prix à la date où tu as fait l'échange. Tu vois? Pourquoi? Parce que quand on va déterminer ton gain en capital le jour où tu vends réellement la maison, par exemple, le gain en capital, ça se calcule un peu de manière basique. Hein, c'est le prix d'achat moins le prix de vente. Sauf que, on dit, quand c'est ta résidence principale, prix d'achat moins prix de vente, tu ne payes pas d'impôt. Quand c'est un bien locatif, prix d'achat moins prix de vente, tu payes de l'impôt. Mais toi, sur la maison, il y a les deux statuts. Il y a le statut principal et le statut locatif. Donc, si on ne constate pas cette disposition réputée pour exonérer la première partie, ben, ça va être compliqué d'évaluer clairement combien tu as payé d'impôts. Donc, ce principe de disposition réputée-là, il s'applique aussi dans d'autres aspects, comme par exemple lors du départ du Canada. Donc, certains immigrants qui arrivent et qui ont des biens à l'étranger, par exemple, lorsqu'ils font plus de 10 ans au Canada, ben, les biens étrangers
se transforment en biens canadiens imposables. Et donc, quand ils partent, il y a une disposition répétée aussi, même s'ils n'ont pas vraiment vendu. Donc, c'est beaucoup de petits, ouais, c'est beaucoup de petits détails comme ça qui sont importants. Et ça franchement, c'est à ça qu'on sert. C'est pour ça qu'on parle de planification, parce que c'est des choses, si tu ne sais pas, c'est sûr que si tu veux me voir demain, ça fait 10 ans que tu es ici, et puis ça te tombe dessus, je ne peux rien faire pour toi, malheureusement. Je vais devoir te dire, Yako, ou bien, bon, si tu veux ne pas déclarer, là, en fait, tu vois que c'est ce qui fait que ces gens-là ne déclarent pas, c'est le timing. Tu sais, souvent, ça arrive à la dernière minute. Et quand c'est comme ça, bon, on est obligé de. Et je comprends parce que c'est des grosses sommes. C'est des très grosses sommes parfois. Donc, écoute, comme je t'ai dit, chacun fait ses choix, mais j'encourage les gens. C'est vraiment beaucoup d'argent à donner Ouais, pour ouais, tout. ouais, ouais, vraiment. Comment bien se préparer avant de partir quand on veut faire un long voyage? Quand je dis ça, c'est vraiment au fin des impôts et tout ce qui est gouvernemental que toi, tu connais. Là. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Mais je vais te donner un aperçu global, OK? Le principe de résidence, comme j'ai dit, il y a des éléments principaux, comme j'ai cité tantôt, mais il y a beaucoup d'éléments subjectifs aussi, parce que la résidence, ça se débat. Il n'y a pas une loi qui dit lui, là, il doit être ou bien lui, il ne doit pas être. Donc, tu vois, parfois, Revenu Canada prend des positions sur certains de mes clients, puis je conteste, et puis ma position passe par rapport à celle de Revenu Canada. Donc, ce n'est pas coulé dans le béton. Donc, je pars du Canada. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est quoi mes actifs? Est-ce que j'ai une maison à revenus? Est-ce que j'ai des placements? Est-ce que j'ai un REER? Est-ce que j'ai des enfants? Parce que si je pars pour très, très, très longtemps, est-ce que j'ai intérêt à continuer à déclarer ici? Ben, ça dépend. Là où je m'en vais, là, est-ce que je vais gagner beaucoup de revenus? C'est quoi la fiscalité de là où je m'en vais? Est-ce que le taux d'imposition est plus élevé là-bas qu'au Canada? Est-ce que c'est moins élevé là-bas qu'au Canada? Est-ce que j'ai l'intention de revenir ou est-ce que j'ai l'intention de rester là-bas? Financièrement, est-ce que je suis dans un mood d'investissement au Canada ou ça ne m'intéresse pas trop, je suis plus motivé à investir ailleurs? C'est tout ça que tu dois réfléchir. Je prends un exemple de quelqu'un qui n'a rien ici. Un matin, il se lève, il va au Mexique. Il n'a rien. Il n'a absolument rien. Fait que si pour lui, le taux d'imposition au Mexique est très intéressant, mais il a tout intérêt à se déclarer comme non-résident dans sa dernière déclaration. Puis il reste là-bas, il paye son impôt là-bas et puis il fait tout là-bas. Toutes les façons, ça peut être temporaire. Hein. Tu peux être non-résident pendant 2 ans et puis revenir être résident encore à la 3e année. Hein. Donc, c'est vraiment pas de partie. Donc, par contre, si quelqu'un a une famille ou, mettons, il a des enfants et il veut continuer à bénéficier de certaines prestations, ou s'il a des REER et il veut continuer à contribuer à ses REER ou à ses CELI et tout, mais quand tu deviens non-résident, tu n'as plus droit à cotiser à tout ça. Donc, tu vas vouloir peut-être, même en étant à l'extérieur, continuer à faire une déclaration ici pour te donner la possibilité de contribuer dans tes comptes et puis faire grossir tes placements. Donc, c'est vraiment une analyse individuelle. Il n'y a pas de questions standards que tout le monde doit se poser et puis bon, OK, ça va pour moi, je m'en vais. Donc, il y a des gens à qui j'ai recommandé d'être non-résident, littéralement, comme il y en a d'autres à qui j'ai dit, ben non, tu es mieux de rester résident. Ou alors, même mieux encore, il y a des gens qui ont un certain nombre d'actifs, ils veulent vraiment partir. Mais je leur ai dit non. Si tu vas dans les 2 prochaines années, tu vas subir un impôt trop élevé à cause de tel événement. Attends la 3e année ou attends la 4e année. Et au cours de ces années-là, retire tes fonds tranquillement ou pose telle action. Donc, tu vois, on rentre dans une dynamique où je le prépare à son départ. Et donc, à la 3e année, ben, il s'en va et puis il n'a plus rien. Mais c'est sûr que s'il ne m'aurait pas consulté, il serait parti à la 1re année et là, il aurait payé de gros montants d'impôts. Et c'est encore plus intéressant même pour ceux qui sont à la retraite, parce que c'est des retraités qui veulent faire le tour du monde, et puis là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent et tout. Bon. Donc là, c'est d'autres petits paramètres aussi qui sont vraiment intéressants à travailler. C'est vraiment très passionnant parce qu'il n'y a jamais de cas identiques. C'est drôle. Il n'y a jamais de cas identiques. Fait que, voilà. Paul Kofi dit aussi, on peut se poser la question de est-ce qu'il y a des conventions entre les 2 pays? Donc, aussi. Pour sauter sur cette question, je sais qu'on avait déjà fait un live sur la question. Juste parler juste un peu de la convention fiscale entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Pour ceux qui ne savent pas. Ben,
La Côte d'Ivoire a une convention avec le Canada fiscalement pour éviter la double imposition. Donc, c'est-à-dire que celui qui gagne des revenus en Côte d'Ivoire pendant qu'il vit au Canada ou vice-versa, ben, ces personnes ne sont pas imposées deux fois grâce au mécanisme du crédit d'impôt étranger. Donc, dans la convention, puis la convention, elle est accessible, hein, tout le monde y a accès. Donc, dans la convention, vous avez différents articles qui déterminent en fait la manière dont chaque revenu est imposé en fonction de la situation de chaque contribuable, donc les intérêts, les dividendes, gains en capital et tout. Donc, et ça, c'est intéressant de le savoir parce que pour ceux qui ont des revenus dans les deux pays, parfois qui ont peur de déclarer et tout, ben, en lisant la convention, ça pourrait donner un bon aperçu de finalement, il y a plus de. Faut pas avoir si peur que ça, là, parce que moi, je dis souvent, quelqu'un qui travaille en Côte d'Ivoire, même s'il fait 30 millions par année, je sais pas, en canadien, ça fait quoi, 80 000 $ à peu près? Si tu as payé de l'impôt en Côte d'Ivoire, on va l'inclure dans ta déclaration ici. Donc, le Canada ne va pas t'imposer deux fois, puisqu'on va retirer la portion que la Côte d'Ivoire t'a déjà prélevée. Puis, il y a d'autres petites astuces qu'on peut trouver pour optimiser ta déclaration. Donc, finalement, c'est pas si énorme que ça, en fait. Tu vois, donc, ouais, ça existe. Et puis, on l'utilise à bon escient souvent. Si la personne veut faire un long voyage, quels sont les documents du genre les irratables, les immanquables dans sa valise? S'il ne veut pas déclarer. S'il ne veut pas déclarer. Ou bien s'il veut déclarer. Mais en tout cas, quels sont les documents à avoir si la personne fait un voyage, un long séjour? S'il ne veut vraiment pas déclarer, il ne doit rien avoir. Il doit couper tout avant de partir. Sa valise doit être vide, aucun papier, juste. Non, mais je plaisante là, mais en gros, s'il ne veut rien avoir, c'est ça, il doit couper tout sur une résidence. Donc, techniquement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse démontrer. Mais tu vois, ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait a priori. Parce que le gouvernement ne va pas te tomber dessus au moment où tu vas, au moment où tu pars. Il pourrait t'exiger des justificatifs de manière aléatoire lors d'une vérification. Donc, il faut t'assurer d'avoir ta date à laquelle tu as coupé ton permis, ta carte d'assurance maladie, tous tes documents que tu prends pour profiter des systèmes sociaux ici, là. Et dans ta déclaration, indiquer que tu es parti à quelle date. Puis, c'est pas mal ça en général. Hein. Maintenant, si tu n'as pas l'intention de partir définitivement, bon, là, tu n'as pas de préparation particulière. Désolé, mamie fait tout en même temps. Là. Il y avait quelqu'un qui a demandé où trouve-t-on l'information de la convention fiscale. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un blanc. J'ai juste googlé convention fiscale Canada, Côte d'Ivoire, c'est sorti, je t'ai laissé le lien. Bon, on dit que je vous rends paresseux. Parce qu'on est comme dans la génération où on a accès à beaucoup de choses d'Internet. Quand tu veux, tu juste à l'idée générale de ce que tu cherches, Google. Maintenant, même là, c'est plus simple, même il y a ChatGPT. Tu t'assois. Il y a Gemini. Tu t'assois, puis tu poses à lui. Et puis tu lui dis, mais fais-moi un résumé de la convention fiscale entre la Côte d'Ivoire et le Canada qui date de 1993. Et puis il te dit. Donc, j'ai laissé le lien pour Al-Hassan. Sinon, si tu ne retrouves pas le lien dans le direct, parce que le direct, après, il sera sur YouTube et on n'aura pas accès aux commentaires. Donc, juste googler Convention fiscale Canada, Côte d'Ivoire. Ça sort vraiment en top là, le premier. Et puis, tu pourras lire. Il date de 1983. Ouais. Donc, c'est vieux même plus que nous. C'est ça. Puis, ceux qui veulent creuser plus, là, il y a beaucoup de nuances. Parce que c'est vrai que c'est accessible, mais parfois, il y a des tournées de phrases, des choses qui peuvent être difficiles à comprendre, mais n'hésitez pas à vous renseigner. Là. Je pense que, je veux dire, même moi, si vous m'écrivez, Jean-Cyrus, j'ai lu tel article de la Convention, je ne comprends pas, je peux quand même vous expliquer ça gratuitement, là, parce que ça fait partie de ce que je suis prêt à offrir aussi. Oui, Alassane, oui, tu as raison. Il dit souvent on n'est pas sûr de l'info sur Google. Non, je ne t'ai pas dit de regarder l'info sur Google. Hein. Faut, le lien, vraiment, c'est canada.ca. Vraiment, quand vous tapez quelque chose, parce que maintenant, il y a une IA qui est
intégré dans Google. Je ne parle pas de cette réponse-là, mais vraiment sur les sites officiels, surtout gouvernementaux. Et puis, si vous posez beaucoup de questions à Jean Suisse, s'il me revient pour dire que, en tout cas, on me pose beaucoup de questions sur les conventions, on va faire un live spécial convention. Voilà. On peut faire un live spécial convention où les petites tournures là, il va nous expliquer en français facile parce que lui, il est très pédagogue. Si vous ne le savez pas, il donne souvent des petits cours. Là. Donc, si vraiment vous lisez et puis vous ne comprenez pas, mais si vous lui revenez, ou bien vous me revenez, on va faire un live de spécial convention et puis on va essayer de disséquer comme on peut pour que ça puisse être accessible à tout le monde parce que c'est de l'information utile pour tout. C'est Paul Kofi, il a eu de très bonnes réactions. Donc, lui, il doit être un habitué. Là. Non, Paul Kofi, il étudie dedans. C'est ton confrère comptable. C'est mon fils de Québec. Il faut le laisser. D'accord. C'est bon. C'est ton frère comptable. Il est en train de... Je pense qu'il doit faire son truc de CPA. Ok, cool. Donc, Paul Kofi, tu vois, non, si tu as besoin de topo aussi, là, Jean Suris. Tu dis... Bonjour Jean Suris, c'est l'enfant de Larissa. En même temps, mon nom ouvre les portes. Surtout celle de Jean Suris. À quel moment, je sais que tu avais répondu à cette question-là, parce que tu avais dit, et je te cite, si quelqu'un sait qu'il ne va pas rester, il va devenir immigrant depuis le jour 1 où il arrive, il doit commencer à consulter. Voilà. Voilà. Mais je me mets dans le cas de quelqu'un qui n'a jamais consulté et qui peut-être il décide de partir, c'est tombé sur lui ou bien en tout cas il veut partir dans moins de 5 ans et tout. À quel moment il doit consulter un professionnel? Quel type de professionnel pour faire le tour sur la question quand il veut et sur la question fiscale? Parce qu'il a d'autres problèmes, c'est pas juste fiscalité. Quand il décide de voyager sur une longue période, ou bien s'il décide d'être immigrant ou bien non résident. Mais en fait, s'il ne s'est pas préparé en amont, ben, il a le choix soit de prendre un délai supplémentaire, histoire de mieux préparer son départ, s'il peut. S'il ne peut pas, ben, même là, je prends l'exemple des dispositions réputées. Ceux sur qui ça tombe, il y a quand même des dispositions particulières qui permettent de différer le paiement de l'impôt. Donc, il y a des formulaires spéciaux qui peuvent être remplis, je pense le T1243 ou T1244, des choses comme ça, qui peuvent permettre de ne pas payer l'impôt tout de suite, mais de le payer tranquillement. Après, il faut dire que, pour être bien honnête, il y a très peu de personnes qui respectent vraiment leurs obligations au départ quand il y a des dispositions réputées. Il y en a très peu. Puis j'ai vu très peu de fois le gouvernement tomber sur certaines personnes. Je pense qu'ils vont peut-être avec un certain niveau de patrimoine avant de te tomber dessus. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas s'inquiéter outre mesure parce que de toutes les façons, au moment où tu te rends compte, il y a forcément quelque chose à faire. Est-ce qu'on pourra tout régler? Peut-être pas, mais on pourra te faire forcément sauver quelque chose. Puis, je pense qu'avoir demandé conseil à un fiscaliste, à un conseiller financier et tout, je trouve que le trio comptable, fiscaliste, conseiller financier, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir. C'est vraiment très, très pratique. C'est sûr que ce n'est pas évident parce que c'est quand même des professionnels qui coûtent assez cher individuellement et tout. Mais je pense que quand on est dans une communauté comme la nôtre et puis on a la possibilité d'avoir accès à certains d'entre eux, on ne devrait pas se priver, quoi. Désolée pour mes petits blancs. Quand il dit quelque chose qui me pique là, j'écris un peu. Donc, merci Boris, Jenny qui dit un live très riche. Merci beaucoup. Là, on tient à notre fin. Si quelqu'un a des questions en commentaire, sinon on est vraiment à la fin de notre live pour une fois que j'ai pas excédé le temps de mon gars pour qu'il puisse revenir demain. J'étais fatigué même. Quels sont les conseils pratiques que tu peux nous donner à nous tous? Et ces conseils pratiques-là, je te donne comme
un peu de largesse, c'est-à-dire pas forcément lié à notre thème, mais en tant que comptable fiscaliste, et tu sais, on est dans la période des impôts. Donc, quel conseil que tu peux nous donner? Euh, bon, déjà par rapport à notre thème, et je le dirai jamais assez, c'est peut-être pas dans nos habitudes, mais il faut vraiment se forcer à anticiper. Parce que, encore une fois, la fiscalité, les impôts et tout, c'est pas une affaire de une fois par année. Non, c'est une affaire de 365 jours par année. Parce que si vous le voyez ça comme une fois par année, ça veut dire que vous n'allez jamais en tirer le meilleur parti. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, il faut vraiment vous dire que c'est quelque chose dont vous avez besoin de janvier à décembre. Donc, à part ça, pour les voyages à l'extérieur, pas trop d'inquiétude à avoir d'une manière générale. C'est juste une petite préparation, deux, trois questions ciblées. Vous êtes situé sur votre situation, sur votre profil, et là, vous faites le bon choix. Et c'est particulièrement intéressant parce que plutôt que de se cacher pour ne pas payer d'impôts, vous pouvez vraiment ne pas payer d'impôts de façon légale. Pas besoin de vous cacher. Il faut juste faire les choses comme il faut. Donc, non seulement ça, après, d'une manière plus précise pour la déclaration d'impôts qui s'en vient et tout, ben, il faut vous préparer adéquatement, ne pas oublier, ne pas négliger tous les événements qui ont pu se passer. Hein. Si vous avez eu des frais de scolarité, vous avez eu des frais médicaux, des frais de dentiste, des frais de garde pour les familles, ceux qui ont des placements, si vous avez un conseiller qui vous facture des frais de gestion, toutes ces affaires-là, c'est des trucs qui sont tout utiles pour votre déclaration de revenus. J'ai vu que mon cher ami Eliac a commencé des petites capsules informatives par rapport à ça. Ben, je vous encourage à regarder. C'est très éducatif pour ceux qui s'y connaissent pas, qui débutent et tout. Donc, commencez avec ça, histoire de vous habituer au jargon fiscal et tout. Puis, avec le temps, je pense que l'expérience canadienne, pour nous, les immigrants, surtout, on la rate au volet fiscal. Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. On peut la réussir côté financier, on a des bons outils et tout, mais côté fiscal, on la rate beaucoup parce que malheureusement, on n'a pas quelqu'un qui nous suit de manière précise sur un long moment. Et souvent, on prend le frère, la sœur pour s'occuper de nos impôts. Ah non, mon grand frère, ah, patati patata. C'est bien. Je veux dire, on fait avec les moyens qu'on a, mais ça pourrait être intéressant quand même d'avoir une touche plus poussée, plus pointue. Ça pourrait vous ouvrir d'autres opportunités auxquelles vous n'avez pas pensé. Voilà, donc je vous encourage encore une fois, je suis disponible. C'est sûr que je ne ferai pas des consultations gratuites, mais si vous avez des petites questions ciblées, vous rentrez dans mon inbox, ah, s'il te plaît, j'avais une question, voilà, voilà, ben, ça me fera plaisir de répondre. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté déjà de cette façon-là, et puis j'ai pu au moins leur donner ce dont ils avaient besoin. Donc, voilà. En tout cas, on dit vous coûtez cher. C'est ça qui fait que quand vous passez à gauche là, nous on est à droite et puis c'est presque gâté comme ça. C'est ça. Donc là, on a fini pour la disposition réputée. J'ai travaillé là-dedans pendant 4 ans et je peux aider. Ah, merci. Donc, Jacques Alatin. Jacques Alatin, il dit, il a travaillé là-dedans pendant 4 ans, il peut Super. aider. Donc, Super. merci beaucoup. Donc, si on a des questions, si des gens ont des questions, on est avec la disposition réputée. On a Jacques Alatin qui peut répondre. Vous voyez, c'est comme ça qu'on crée un réseau. Voilà. L'autre pose, l'autre Voilà. répond un Exactement. peu, un truc. Exactement. Mais aussi, pardonnez, c'est pas parce qu'on veut créer notre réseau qu'on va les appauvrir. Parce que, mais sinon, ils vont nous fuir. Donc, de temps en temps, on paye un peu la consultation et ça permet aussi de payer ses employés parce qu'il n'est pas seul, il n'est pas travailleur autonome, mais Mais de toutes les façons, moi, je l'ai dit, j'ai 15 minutes gratuites. Hein, c'est pour tout le monde. Hein, c'est pas juste pour mes clients. Donc, chaque mois, il vient avec 15 minutes. À la fin de l'année, ça fait 15 fois 12. C'est ça, c'est ça. Mais donc là, on est en train de finir. Je vais te donner un petit 2 minutes pour faire un petit chez mes parents québécois, on dit un pitch. Un pitch de vente pour gestion JC. Et puis terminer avec tes contacts. Et puis on va finir comme ça.
Ok, super. Alors, donc, Gestion GC, c'est une entreprise spécialisée en fiscalité et en comptabilité. Notre mission, c'est de vous donner l'esprit tranquille. Nous, on stresse à votre place. Donc, si vous avez des besoins en tous genres, n'hésitez pas à passer nous voir. C'est sûr que oui, le prix va avec, mais il y a forcément un moyen de trouver un arrangement, surtout si la situation se présente. Ne vous dites surtout pas que ne sacrifiez pas votre besoin pour une question d'argent, surtout si vous n'avez pas demandé. Demandez, puis si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si c'est possible, ça me fera plaisir de vous donner ce dont vous avez besoin. Puis voilà, je suis membre de la communauté justement pour apporter au mieux mes compétences et puis mon expérience dans le domaine, et surtout éviter que la communauté dans son ensemble se trouve encore dans des zones d'ignorance, alors qu'on a la possibilité de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Alors, c'est pour ça que je suis là, et puis ben, je suis toujours là, et j'espère que si Dieu le veut, on sera encore là dans les prochains jours et années pour continuer à contribuer à la communauté. Alors, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Donc, les contacts sont ceux qui défilent 88 805 15 57, info@commercialgestionjc.ca, www.gestionjc.ca. On demande la localisation. Lui, il travaille beaucoup sur Internet, et donc, lui, sa localisation, c'est Canada. Ben, je travaille 100% en ligne. Je travaille 100% en ligne, mais j'ai un bureau au 43-88 Saint-Denis, suite 200, mais c'est seulement sur rendez-vous. Donc, comme elle a dit, je travaille sur Internet. Donc, je peux être à Cuba, et puis je travaille de partout dans le monde. Mais si vous voulez me rencontrer en personne, ça me fera plaisir. Là, on s'appelle, et puis on ira jaser. Donc, l'adresse est sur son site Internet aussi. On me dit, il faut un live pour les travailleurs autonomes. Donc, je vais le voir. Il va voir. Parce que le souci, c'est que c'est pas tout. Il peut dire comme Voilà, ceci, c'est comme ça. ça, gratuitement. Donc, je vais le voir. On va voir comment on peut monter quelque chose de général. Et s'il donne tout là, lui-même, ses collègues vont lui dire, mais mon frère, c'est quoi? Donc, on va voir comment on peut monter quelque chose et puis faire ça proprement, peut-être le mois prochain. Mais il est en train de rentrer dans sa saison, donc quand il sera disponible, et puis on va voir. Si Quand on moi, il peut parle là. avant le 20 février, peut-être. Ok, donc. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de personnes. Parce que si c'est juste une personne, elle peut m'appeler directement. Là, tu sais, c'est pas besoin de... Mais toi, tu sais que dans notre communauté, là, c'est travail autonome, nous tous on est où? Donc, la question d'une personne, là, ça a servi. C'est vrai, ok. On a beaucoup, hein. On peut remplir ça. Et puis souvent, c'est pas on fait pas de bons choix. On a entendu que l'autre est travail autonome. Brou, on rentre dedans. Donc, oui, c'est vrai, ça c'est vrai. C'est ça. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci encore, JC. Plaisir. Merci beaucoup. Merci à Alassane, Boris, Paul, tout le monde. Il y a un qui dit, lui, il ne va pas faire gratuit, mais il va te demander Barika. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Portez-vous bien. Et pour tous ceux qui veulent aller soutenir la famille Koulibaly pour les obsèques de Alexandre, c'est le 3 février prochain. La prière se fera à Montréal et l'enterrement sera au cimetière musulman de Laval. Donc, le programme est déjà dans les différents canaux. Je vais le remettre encore sur la page de Ivocan Relais. Pour ceux qui n'ont pas vu, nous demandons à tous les Ivoiriens, toute la communauté immigrante qui est à Montréal, Laval et environ, qui peut se déplacer parce que c'est un jour ouvrable, mais qui peut se déplacer, de converger vers les différents lieux pour faire un dernier hommage à notre soldat qui est tombé. La route est finie pour lui, malheureusement. On va dire que pour nous, continue, mais on n'est pas éternel. Donc, protégeons-nous aussi. Protégeons-nous. Essayons de vraiment
continuer notre route avec beaucoup plus de sérénité, même si ceux qui nous quittent sont beaucoup plus jeunes, beaucoup trop jeunes, mais bon, c'est la vie. Donc, bonne soirée à tout le monde et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine discussion. Merci Super, beaucoup. tout le monde, bonne soirée.